À la une de l'actualité, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décidé ce lundi de suspendre l'installation des sénateurs élus vendredi dernier. Washington a réaffirmé ce lundi à Yaoundé ses inquiétudes au sujet de l'arrestation du principal opposant camerounais Maurice Kamto. Et puis fusillade aux Pays-Bas, les autorités privilégient la piste terroriste sans exclure un différend familial après l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir ouvert le feu. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a décidé ce lundi de suspendre l'installation des sénateurs élus vendredi dernier, et ce, en raison d'accusations de corruption. En colère contre les élus de son propre camp, le président congolais Félix Tshisekedi a décidé de suspendre l'installation des sénateurs nouvellement élus et de renvoyer sine die l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars. Il a aussi demandé au parquet de mener des enquêtes pour débusquer les élus trempés dans la corruption, les sénateurs et députés provinciaux, les corrupteurs et les corrompus, et qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur par intérim, Basile Olongo, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. Cette décision du chef de l'État s'explique par le fait que de grands électeurs, députés provinciaux de son parti, l'UDPS, sont accusés d'avoir vendu leur voix au candidat de l'ex-président Joseph Kabila, qui revendique plus de 2/3 des sièges au Sénat, élus au suffrage indirect. Mais dans un communiqué, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, le PPRD, entend des partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, a rejeté en bloc les mesures liées au blocage de l'installation des sénateurs élus et au report de l'élection des gouverneurs des provinces. Avec une dizaine de sénateurs sur 108, selon les résultats de la commission électorale, le parti invite tous les sénateurs élus le 15 mars dernier à rejoindre au plus tôt le siège du Sénat en vue de la validation de leur mandat conformément à la Constitution. Joyce Banda ne se présentera finalement pas à la présidentielle du 21 mai prochain au Malawi. L'ancienne présidente du Malawi, qui a fait volte-face, a déclaré qu'elle allait soutenir l'opposant Lazarus Chakwera. L'ancienne présidente du Malawi a bel et bien confirmé son retrait de la course présidentielle. La décision de Joyce Banda de se retirer a été approuvée par la direction de sa formation, le Parti populaire. Selon un communiqué commun du PP et du Parti du Congrès du Malawi, la principale formation de l'opposition. Il s'agit du dernier coup de théâtre de Joyce Banda dans la course à la présidentielle. Je voudrais donc confirmer et affirmer que j'ai retiré ma candidature et que je soutiens la candidature du docteur Lazarus Chakwera avec plaisir et de manière positive. Joyce Banda et l'actuel vice-président Saulos Chilima, en rupture de banc avec le chef de l'État Peter Mutharika, avaient annoncé en février une coalition pour désigner un candidat commun pour affronter le président sortant. Mais quelques jours plus tard, elle avait finalement annoncé qu'elle faisait cavalier seul pour la présidentielle, rompant l'accord conclu. Je le disais en titre, Washington a réaffirmé ce lundi à Yaoundé ses inquiétudes au sujet de l'arrestation du principal opposant camerounais Maurice Kamto. Ce dernier a été arrêté avec environ 150 manifestants à la suite d'une marche pacifique le 26 janvier dernier. Tout en encourageant le Cameroun à garantir le droit de manifester pacifiquement et à la liberté d'expression, Washington a réaffirmé ce lundi à Yaoundé ses inquiétudes au sujet de l'arrestation du principal opposant Maurice Kamto, arrêté fin janvier et écroué depuis. J'ai souligné mes inquiétudes au sujet de l'arrestation de Maurice Kamto et des autres personnes arrêtées auprès du ministre des Affaires étrangères camerounais, a écrit le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Timon Nagy, à l'issue de leur rencontre à Yaoundé. Maurice Kamto, le principal opposant au chef de l'État Paul Biya, après la présidentielle d'octobre, à laquelle il est officiellement arrivé deuxième, mais dont il revendique la victoire, a été arrêté avec environ 150 manifestants à la suite d'une marche pacifique le 26 janvier.
Ils protestaient contre la victoire du président sortant à cette présidentielle qualifiée par Maurice Kamto de hold-up électoral. Tous ont été présentés mi-février devant le tribunal militaire de Yaoundé où ils ont été inculpés pour hostilité contre la patrie et insurrection selon leur avocat. Toujours ce lundi, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines en visite de 2 jours au Cameroun a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya. S'exprimant devant la presse au perron du palais de l'Unité, Timor Nagui a indiqué qu'il a eu de très bonnes discussions avec le président de la République et qu'il se garderait de révéler le contenu à la presse. Le Cameroun Business Forum, une principale plateforme d'échange entre le gouvernement et le secteur privé, en vue de l'amélioration du climat des affaires, s'est ouvert ce lundi à Douala, la capitale économique du pays, sous la présidence du Premier ministre. Cette rencontre a été placée cette année sous le thème « Émergence et développement de l'investissement privé au Cameroun ». On retrouve Nassis Oum, notre correspondant au Cameroun, pour le reportage. Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli ce lundi la 10e section du Cameroun Business Forum avec comme thème « Émergence et développement de l'investissement privé au Cameroun ». Un thème fort évocateur pour appréhender les problèmes qui secouent le patronat et l'économie camerounaise afin d'apporter des solutions. Et on se réjouit déjà d'une chose, c'est que le gouvernement a intégré en fait les différentes remarques qui ont été faites au niveau du secteur privé, et qui sont remontées au niveau du secteur public. Et dans ce sens-là, même la forme en fait du forum du Cameroun Business Forum a été modifiée. 4 sous-thèmes ont meublé cette rencontre, traités simultanément dans 4 ateliers différents. Émergence et défis de l'industrialisation, la question de la politique fiscale pour l'émergence du Cameroun, la stratégie de l'import-export pour l'émergence du pays et la définition de la feuille de route du Douane Business 2019. Le patronat s'est exprimé par la voix du président du groupement interpatronal du Cameroun sur l'examen des lois des finances 2019, sans oublier de fortes inquiétudes au sujet de la hausse de la pression fiscale du fait de l'instauration de multiples autres taxes, notamment dans le secteur brassicole, des tabacs et sur toutes les importations. Cet événement qui a mobilisé une dizaine d'acteurs événementiels démontre une réelle volonté du gouvernement de renforcer et d'encourager le partenariat public-privé pour une nation encore plus émergente. Je crois que la participation a été très bonne. Il y a eu influence des dirigeants d'entreprises. Du côté du gouvernement aussi, il y a eu beaucoup de ministres qui sont venus et les échanges ont été très denses et très fructueuses. Et je crois que c'est encore un jalon de plus. Cette édition a servi de première sortie officielle du nouveau Premier ministre, Joseph Dion Ngouté, dans la ville de Douala. Des gardes-côtes marocains ont secouru 53 migrants subsahariens en difficulté en Méditerranée et trouvé 3 morts à bord de l'embarcation. Les précisions. Les migrants secourus par les gardes-côtes marocains voyageaient à bord d'une embarcation pneumatique dégonflée et certains se trouvaient dans un état de santé dégradé, a indiqué une source militaire. 3 corps ont été trouvés à bord de l'embarcation. Selon la source, ils ont été évacués à la morgue de l'hôpital de Nador. Cette opération de sauvetage, qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi au large de Nador, a dans un premier temps été rendue publique par l'association locale Caminando Fronteras sur son compte Twitter, puis confirmé par les autorités marocaines. Par ailleurs, les autorités marocaines ont annoncé ce lundi avoir interpellé 4 suspects à Nador pour leur lien présumé avec un réseau criminel spécialisé dans la migration illégale et le trafic de drogue, selon l'agence officielle MAP. L'opération a notamment permis de saisir 3 embarcations d'importantes sommes d'argent en monnaie nationale et européenne et des reçus de transfert d'argent, selon la même source. Les traversées de migrants, souvent très jeunes et très nombreux sur des embarcations fragiles, sont passées de près de 22 000 en 2017 à quasiment 57 500 en 2018, selon un bilan publié début mars par le ministre de l'Intérieur espagnol. Face au flux de migrants, l'Union européenne a débloqué l'an dernier une enveloppe de 140 millions d'euros pour aider le Royaume à faire face à la migration clandestine, démanteler les réseaux de trafiquants et protéger les migrants vulnérables.
En interactualité, la police néerlandaise a arrêté ce lundi un homme originaire de Turquie soupçonné d'avoir commis une probable attaque terroriste en ouvrant le feu dans un tramway à Utrecht. L'attaque a fait 3 morts et 5 blessés. Après l'arrestation d'un homme originaire de Turquie soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés, les autorités néerlandaises privilégient la piste terroriste sans exclure un différend familial. Mais alors que l'enquête se poursuit, le Premier ministre Mark Rutte a affirmé qu'on ne peut exclure d'autres motifs, notamment une dispute familiale. Il y a beaucoup de questions et de rumeurs, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à La Haye. Ce lundi matin, un homme a tiré dans un tramway du centre de cette ville, l'une des plus importantes du pays. Des témoins ont rapporté que le tireur avait pris pour cible une femme et des personnes tentant de l'aider. En début d'après-midi, les autorités ont rendu publique la photo d'un homme aux cheveux courts portant un blouson bleu tiré d'une caméra de vidéosurveillance du tramway. S'en est alors suivi une véritable chasse à l'homme qui a abouti à l'interpellation Gökmen Tanis. On aborde cette fois-ci la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour, c'est la saignée au sein du PDS d'Abdoulaye Wade au Sénégal au lendemain de la présidentielle et la plupart des journaux parus ce matin en ont fait leur chou gras. Vox Populi annonce rouge sur blanc en manchette que de chez Wade, une vague bleue déferle vers Madické Niang. L'information a été également relayée par Le Soleil qui précise que 26 membres du comité directeur du PDS rejoignent Madické. Des chiffres confirmés par Enquête qui titre à la une « Dissidence dans les rangs des libéraux, Madické récupère 26 membres du comité directeur du PDS ». Toujours au Sénégal, l'idée d'un éventuel retour de Khalifa Sall et compagnie chez Tanor continue de faire son bout de chemin. Sud Quotidien, qui est revenu ce mardi sur la question, estime qu'il s'agit d'une hypothèque sur le PS et le Béno. Le journal rapporte également les propos du docteur Maurice Soudiek Dione qui pense que les chances pour les retrouvailles autour de Tanor sont très minces. Au Burkina Faso, le procès du putsch manqué n'a pas fini de livrer ses secrets. Ce mardi, c'est l'audience hier de Younoussa Sanfo, ingénieur informaticien, expert en cybersécurité et en investigation numérique, qui a été largement relayée par les canards. L'expert qui était à la barre a révélé que 86% des messages extraits des téléphones des accusés expertisés étaient supprimés. L'information qui figure à la une du quotidien Le Pays est également affichée à la manchette de l'Express du Faso. Jusqu'alors montré du doigt par certains accusés comme celui qui a fabriqué de toutes pièces des éléments pour les incriminer, l'expert a tout nié. Sidoya nous offre à lire en première page « Procès du putsch, je n'ai rien modifié », dit l'informaticien Younoussa Sanfo. Au Togo, le réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe a fait couler d'encre. Et c'est Togo Matin qui nous apprend que le Togo ajuste les prix par rapport à la tendance du baril à l'international. À la suite de cette mesure, le quotidien Liberté croit savoir que Faure Gnassingbé crucifie les Togolais par une nouvelle augmentation du prix du carburant. Le même journal nous apprend que le LCT dénonce la mesure et annonce une manifestation pour le 26 mars prochain. Fin de cette revue des titres à la une de quelques tabloïds africains. À très bientôt pour d'autres informations. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres.